Allez, allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, ici même, sur l'Atrium, démarre notre prochain temps fort. Ambition, innovation, vision, le futur de Seva Logistique. N'hésitez pas à nous rejoindre, à tout de suite, je compte sur vous. Ah non, ça va. Used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Filiale du groupe CMA CGM, le logisticien Seva Logistique, basé depuis 2019 à Marseille, affiche de grandes ambitions pour les prochaines années. Allez, vous êtes maintenant quelques-uns à nous avoir rejoints. Dans quelques instants, c'est le démarrage du prochain temps fort, 11 heures. Donc, la vision, l'ambition et le potentiel d'innovation de Seva Logistique, c'est ici même à la tribune. Venez nous rejoindre à la tribune et également en ligne. Et donc à tout de suite, je compte sur vous. Il me semblait que ça avait commencé. Mais ce n'est pas grave. Donc je le disais, des grandes ambitions à l'image de sa récente acquisition de la compagnie Cargex pour mieux couvrir le marché de l'Amérique latine. Et à l'occasion de cette exclusive talk, j'ai le plaisir de recevoir son PDG, Mathieu Friedberg. Bonjour. Bonjour. Alors, durant la prochaine heure, nous allons présenter votre vision du marché de la logistique, nous allons parler de votre stratégie de développement et d'innovation, mais aussi de votre point de vue sur des grands sujets du secteur, comme la RSE, comme les RH, sans oublier peut-être de nous livrer, ou du moins d'évoquer en exclusivité quelques annonces ou quelques actualités pour les prochaines semaines. D'abord, puisque beaucoup de gens ici, je pense, connaissent CMA CGM, un peu moins peut-être Seva Logistique. Comment vous avez l'habitude de présenter la structure dont vous avez le plaisir, je pense, de diriger aux gens qui n'en auraient pas ou peu entendu parler? Oui, écoutez, c'est vrai qu'en France, on est relativement petit au regard de notre taille globale, puisqu'on est un groupe qui pèse un peu plus de 8 milliards, alors je raisonne en dollars, donc ça fait 8 milliards de dollars. Et en France, ça va représenter même pas 2-3% de tout ça. Donc on est relativement petit, ce qui est paradoxal étant détenu par CMA CGM, mais je pense que c'est l'ambition internationale qui nous a motivés au départ. Donc le groupe Seva, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires, on est présent dans 160 pays, à peu près 80 000 collaborateurs globalement, avec un métier, on est présent sur les 4 métiers principaux, on fait à peu près un gros tiers, 40% de notre business en logistique contractuelle, et puis les 60% restants se répartissent à égalité entre l'aérien, le maritime et le transport terrestre. Je l'ai dit en introduction, vous êtes basé depuis 2019 à Marseille. Quelle est l'histoire de ce siège social marseillais? L'histoire au départ, c'est l'histoire du groupe CMA CGM, donc, qui a fait toute son histoire à Marseille. Et c'est vrai que quand on a acquis Seva en mai 2019, ils étaient à l'époque localisés dans un canton fiscalement appréciable en Suisse, mais opérationnellement ça n'avait pas beaucoup d'intérêt et on pensait qu'il était important, dans la stratégie de retournement de Seva, parce que c'est quand même une histoire de retournement au départ, il était important de
remettre un peu d'énergie, et donc de rapatrier tout ça à Marseille, de reconstruire un vrai siège qui soit capable de donner une direction, une vision et de diriger cette entreprise qui dysfonctionnait à de nombreux égards. Très bien, vous avez troqué la fondue pour la bouillabaisse. Voilà, exactement. Pour résumer tout ce dont on vient de parler, je crois que vous êtes venu avec une petite vidéo que nous allons regarder ensemble, qui nous donnera une photographie du groupe, et puis après on en détaillera un petit peu l'ambition et les enjeux du moment. On regarde cette vidéo. When I was young, I was fascinated by fashion and I wanted to see the world. Okay, so these are the fabrics that I got at the fabric store. What are you thinking? That's too shiny. Too shiny? Okay. As I got older, I became more and more amazed by how all the places on Earth are somehow connected. Today, I work for Siva Logistics. Every single day I see the challenges of global trade, and I feel the satisfaction of being able to deliver solutions, and sometimes to even deliver the impossible. Everything in our daily life, large or small, comes from connecting the most remote places. How was it this morning? So no matter what the origin or destination, my mission is to develop end-to-end solutions to ship precious goods from anywhere to everywhere. Because my clients expect me to take as much care of the fruits of their labor as they do. Logistics is the backbone of every human activity. For me, this means that my decisions can be equally vital for someone on the other side of the world or close to my home. That's why we operate a supply chain from more than 1,000 locations spread across 160 countries, delivering a truly global operation. International logistics has become complex, but at Siva, the wealth of my team's long-term experience and industry expertise is truly amazing. We're part of CMA CGM, a group with an incredible entrepreneurial journey that has very rapidly grown into a world leader. Some good investments into some of our new equipment. Our new IT systems support automated container handling. It'll definitely help us recommend this location to be a future performant gateway. Our collective know-how gives us an unlimited ability to deal with any type of product, big or small, hazardous, perishable, or durable. Actually, logistics is like a big puzzle. It takes a high degree of ingenuity to find the best solutions for our customers, all while using sustainable techniques to preserve our environment. We're constantly looking at measuring and developing ways that we can reduce our impact and reduce our footprint. All of our future warehouses and offices are going to be powered by solar energy. But we do need to implement a more long-term solution to accommodate more of the schedules of all of our clients. If you want to go for a more sustainable and scalable solution for the future, we need to invest in more mechanization and automation. It takes a lot of experience and flexibility to handle both small express packages and completely full freighters, all within one air freight program. When the clock starts ticking and a critical shipment needs to reach its destination on time, we activate our international teams with the local know-how to get the job done. Pieces that need to be in Milan tomorrow. Let me make a few calls and I'll see what I can do. Logistics can also use a world of technological enablers that are engineered and coordinated by thousands of people with the goal of delivering the best possible service to the customer. What we have over here is a warehouse management system that's integrated with every product that we have. So everything here is automated. Everything is automated. Be it for inbound or outbound, picking or packing, labeling or sequencing, we invest in IT systems, automation, robotics, and AI to guarantee a steady level of high performance and efficiency. Finally, please go get the dog. That's our package. In the end, success for my customers relies on a long chain of people. What I do is connect dots, and I make sure the logistics between them is as seamless and efficient as possible. That's my mission, and at Siva Logistics, we call it responsive logistics. So, what can we do for you? Et voilà pour ce tour du propriétaire de Siva Logistics. On avait beaucoup de choses dont on va parler dans cette conférence, la RSE, l'innovation. Il y a un élément qui m'a intrigué quand j'ai vu pour la première fois cette vidéo, c'est ce sujet de la mode. C'est vrai que quand on fait vos métiers, on est au cœur de la vie des gens. Et c'est vrai qu'on n'associe pas forcément les containers à la mode, mais voilà, diriger une entreprise comme celle-ci, c'est aussi être au cœur de l'économie et de la société et de la vie des citoyens. Écoutez,
je pense que s'il y a une chose qu'on va retirer de cette crise ou de la pandémie, en ce qui concerne nos métiers, après il y a beaucoup d'autres conclusions à tirer, mais ce n'est pas mon métier. En tout cas, en ce qui concerne notre industrie, je pense qu'on est passé du monde où finalement nos métiers, c'était un peu comme disait le général de Gaulle, l'intendance suivra. Donc voilà, c'était un peu, on faisait partie des meubles. Et les conversations qu'on avait pour avoir vécu pendant 25 ans au sein du groupe CMA-CGM, les conversations qu'on avait, c'était quand même des conversations voilà, de procurement, on va les appeler comme ça. Et je pense que le sujet de la logistique au sens large est monté de un voire plusieurs crans dans l'agenda et les préoccupations de l'ensemble des acteurs de l'économie. Et donc je pense que la nature des conversations que nous avons aujourd'hui, en tout cas moi je le vois au quotidien, elle est vraiment différente de ce qu'elle était auparavant. Et je pense que tout le monde a compris à quel point le métier que nous faisions, qui est d'apporter notre expertise à la gestion des chaînes d'approvisionnement et de la logistique au sens large, était absolument essentiel. Alors, on le voit tous les jours et je pense qu'un certain nombre de personnes ici le vivent au quotidien avec ce qu'on voit sur le maritime en ce moment, mais pas seulement. Ouais. Donc, je pense que ça a clairement changé la perspective. Vous avez parlé de la crise sanitaire, nous sommes encore en période de rentrée. Ouais. On a tous envie un peu de mettre cette crise sanitaire derrière nous, même si on a du gel hydroalcoolique sur la table et des masques dans nos poches. Aujourd'hui, 15 septembre 2021, quelle est justement votre vision du marché de la logistique? Comment vous ressentez les choses? Quels sont voilà, l'état d'esprit des acteurs que vous rencontrez? Alors, je ne veux pas parler pour les autres acteurs, je vais essayer de me restreindre à mon petit périmètre, mais mon sentiment, c'est que, on constate quand même un rebond, on l'a vu, si les conditions extrêmes qu'on vit aujourd'hui dans le maritime, pour me focaliser là-dessus, elles sont quand même le fruit d'un rebond absolument massif qu'on a connu dès le 3e trimestre 2020, qui ne s'est pas démenti depuis, avec des disruptions en chaîne. Donc, j'ai envie de dire, le climat de rebond est quand même là. On le voit, il y a beaucoup de tensions, y compris sur le marché du travail, etc., pour trouver des ressources pas simples. Donc, j'ai envie de dire, c'est un bon signe quand même. Oui, c'est une bonne nouvelle. Avoir ce genre de problème que les problèmes inverses. Donc, c'est un rebond fort. Combien de temps il va durer, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Donc ça me porte plutôt vers l'optimisme. Après, je pense que c'est quand même, on vit un moment de tension extrême dans nos métiers. Pour nos hommes, c'est quand même une situation très compliquée. Il y a énormément de tension dans le système, beaucoup de pression. Voilà, donc ça crée des difficultés au quotidien opérationnel qui ne sont pas simples. Et encore une fois, je préfère gérer ce type de problème-là que l'inverse. Est-ce que les besoins de vos clients ont changé? Est-ce qu'il y a un avant et un après, ou finalement vous délivrez les mêmes services que fin 2019 ou début 2020? Parce que 2020, vous étiez encore dans le déni de ce qui allait nous arriver. Je ne pense pas que la nature fondamentale de nos services ait changé. Après, dire si les besoins de nos clients ont changé, je pense qu'on n'en est qu'au début du changement de ces besoins. Je pense que d'abord, parce que pour un certain nombre de nos clients, les cycles de décision sont quand même assez longs. On sort de 20 ans même plus, 30 ans de globalisation. Les chaînes d'approvisionnement se sont mises en place. On ne les bouge pas du jour au lendemain. Après, je pense que ces réflexions-là, aujourd'hui, chez un certain nombre de grands clients, elles sont clairement discutées au niveau des directions, des boards. Et je pense qu'on va voir, peut-être pas cette année, peut-être l'année suivante et dans les 2-3 ans qui vont venir, on va voir des changements. Je suis certain que, des problématiques de répartition des risques vont se poser, que donc des décisions vont être prises par les acteurs pour répartir ces risques différemment, donc plus forte régionalisation, peut-être un peu plus de rapatriement à proximité d'un certain nombre de productions ou une partie de celle-là. Relocalisation, un mot à la mode. le nom à la mode. L'ampleur, je ne sais pas le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que les conversations que je peux avoir avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit dans le retail, dans le FMCG, voilà, des gens, y compris des gens qui ont des cycles de production lourds, longs, compliqués, se posent ce type de questions. Donc les études sont en cours, à un moment donné, quelqu'un prendra des décisions et on verra et on s'adaptera. Après, la nature de notre métier qui est d'accompagner ces changements-là, elle ne va pas changer fondamentalement, c'est à nous de nous adapter au supply chain de nos clients. Alors justement, pour répondre à ces besoins d'aujourd'hui et de demain,
Si on devait lister un petit peu les grands atouts de votre groupe, vous commenceriez par lesquels? Écoutez, d'abord, Seva, c'est le moment de bomber le torse, hein. C'est le moment de l'interview. Voilà, c'est un peu le... Donc, si on se replace un peu dans le contexte, quand on a acquis Seva, clairement, Seva, c'était pas une pépite, hein, on va se le dire franchement. C'était donc une entreprise qui était plutôt en difficulté, qui avait connu, on va dire, pour des raisons X ou Y, voilà, qui n'avait pas le bon focus, qui avait un certain nombre de problèmes organisationnels, etc. Donc la première étape, c'est avant tout une étape de retournement. Et paradoxalement, j'ai envie de dire, le Covid, l'année dernière, nous a, entre guillemets, aidés, hein, puisque on ne voyageait plus, on était tous derrière nos écrans, et on n'a fait qu'une chose, c'était de transformer la boîte pour la rendre à nouveau en capacité de répondre aux besoins de ses clients, numéro un, et deux, de redevenir profitable. Et donc cette année, donc l'année dernière, on est revenu à l'équilibre, et cette année, on va afficher des résultats solides. Donc ce retournement, j'ai envie de dire, on l'a, je touche du bois, plutôt pas mal réussi. Après, la question, c'est la poursuite. Alors là aussi, j'ai envie de dire, le fait d'être dans cette situation de retournement un peu massif, hein, et de changement de paradigme, c'est évidemment compliqué, ça met beaucoup de tension dans le système, c'est difficile pour les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise, parce il faut gérer le quotidien, mais en plus de ça, il faut gérer le changement. Mais c'est aussi une plateforme d'opportunité absolument massive, hein. On était en retard sur un certain nombre de sujets, mais inversement, on n'était pas installé dans un certain nombre de sujets, donc on était relativement neuf. Sur quel sujet? Je prends l'exemple du digital, hein, quand on est arrivé, en termes de plateforme digitale, Seva était nowhere, hein, pour être très clair. Et donc, bon, on a fait le tour de ce qui existait, on a évidemment regardé, on a regardé nos concurrents, on a regardé ce qui se passait sur le marché, on a essayé de comprendre ce que faisaient nos concurrents, et avec un regard relativement frais, on s'est lancé dans l'aventure avec rapidité, efficacité, et on a profité, on va dire, des dernières évolutions du secteur. Donc on a lancé notre plateforme l'année dernière, on a signé un contrat et un partenariat fort avec des gens comme Project 44 sur la partie transport terrestre. Donc on est avide, j'ai envie de dire, de cette innovation et de ces changements, et on a voilà, le fait d'être dans cette transformation, d'une certaine manière, nous rend peut-être plus à même de les intégrer, voilà. Plus agile. Justement, dans la petite vidéo qu'on a regardée tout à l'heure, on a vu beaucoup de robots, d'automatisation, peut-être des drones même. Quelle place vous accordez aujourd'hui à l'innovation dans votre développement? Et puis, à quel degré de maturité de ces sujets êtes-vous? Est-ce que vous êtes à l'âge vous parliez du digital, est-ce que vous êtes à l'âge de pierre du digital, à l'âge de bronze? Où vous situez-vous par rapport aux concurrents? Écoutez, mes références paléontologiques étant relativement limitées. J'ai tout donné là, je n'irai pas plus loin. Écoutez, alors c'est bateau de dire que l'innovation tient une place absolument prépondérante dans notre boîte. Oui, c'est un fait. Maintenant, la réalité, je pense qu'il y a un consensus à l'intérieur de la boîte, et en tout cas une conviction très très forte, c'est que la question de l'innovation, elle va être absolument déterminante, encore plus dans les 5 ans qui vont venir. Et je pense que ça va devenir, d'une certaine manière, à certains égards, une barrière à l'entrée, et ça va restructurer le marché, et on va voir émerger de plus en plus une distinction entre les boîtes qui sont hautement innovantes technologiques et les autres. Donc il y a urgence à agir, donc je pense qu'on a la perception de cette urgence. On est innovant, mais on n'est pas parmi les pionniers. Ce qu'on a, la transformation qu'on a menée et qu'on mène toujours, elle est vraiment, on a essayé de l'axer de sorte à ce que la question de l'innovation ne soit pas portée par un groupe de spécialistes qui tire le reste, et qu'on essaye de l'incarner depuis la base jusqu'au management. Donc c'est à la fois une question d'état d'esprit, donc on a essayé de mettre en place un certain nombre de process, etc., qui permettent l'émergence de cette innovation. C'est une question d'agilité, et donc là on bénéficie, on va dire, de l'écosystème du groupe qui est quand même assez fort. Donc on essaie de trouver le bon équilibre entre ce qu'on achète, ce qu'on construit nous-mêmes, et les partenariats qu'on peut nouer avec des gens comme Project 44 ou des startups comme Sea-Roots. Donc on essaie d'être agile, et surtout on essaie d'accélérer
pour arriver à faire cette transformation dans les 2 ans, pour effectivement, si vous me réinvitez dans 2 ans, j'aimerais que vous ne me posiez même plus la question, mais que vous me disiez, mais vous êtes effectivement devenu un acteur hautement innovant et qu'on le vive de l'intérieur. Il faut l'incarner et voilà, ça c'est un vrai boulot de fond. Je vous poserai quand même la question, sinon je perds mon job, mais en tout cas, vous aurez une réponse qui sera encore plus complète. C'est quoi les technologies aujourd'hui qui peuvent vous faire progresser? On parle beaucoup dans les travées de ICTL, d'intelligence artificielle, d'automatisation, de robotique. Voilà, c'est le genre de technologies qui peuvent rendre vos métiers plus agiles, plus performants? Je pense qu'on a quand même dans cette industrie, et c'est vrai pour nos métiers de 3PL, mais c'est également vrai pour les gens qui sont asset heavy, comme CMA CGM ou les transporteurs, on a quand même un sujet de fond qui est le sujet de la data. Hein. On est quand même un métier d'intermédiaire qui brasse une masse de data absolument incommensurable depuis des années, et je ne pense pas qu'on soit extraordinairement efficace dans la gestion de cette data, collectivement. Cette industrie, de ce point de vue-là, elle est relativement en retard. C'est quand même pas une industrie qui est pionnière en termes de gestion de la data quand vous comparez à d'autres industries. Alors peut-être que le B2C, d'une certaine manière, vous pousse à être un peu plus actif et innovant, mais nous, dans le B2B, on n'est pas à la pointe. Je pense que cette question de la data, qui est comme l'éléphant blanc au milieu de la pièce, là, c'est vraiment le cœur du sujet. Donc à la fois la fiabilité de cette data, le partage de cette data, y compris d'ailleurs entre les acteurs et quelles sont les plateformes qui vont permettre un partage relativement transparent de cette data. Parce que je pense qu'aussi nos clients vont être de plus en plus exigeants sur cette qualité de data. Donc derrière se pose la question de la visibilité, de la traçabilité, etc. Mais donc la manière, donc la qualité de cette data et notre capacité à effectivement en tirer de la valeur, à la fois pour nous-mêmes. Je pense qu'on a un certain nombre de process qu'on peut encore améliorer et on est loin de l'excellence. Hein. Je parle modestement de Seva, donc je pense que la data va nous aider à progresser d'un point de vue d'excellence opérationnelle, mais je pense aussi qu'il y a énormément de valeur dans cette data pour nos clients. Les technologies, ça sera l'intelligence artificielle, mais il y en a probablement d'autres. Mais le cœur du sujet, c'est cette data. Et nous, on a monté une task force autour de cette data avec beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des gens ni de l'IT, etc., mais qui viennent vraiment du business. Pour que tout le monde prenne conscience de la valeur sur laquelle on est assis, parce qu'on tend à l'oublier dans le tracas du quotidien, et pour que vraiment on s'attelle à son exploitation. C'est comme si on était, on est un peu on a découvert une mine, maintenant faut qu'on... Avis aux spécialistes de ces sujets dans la salle, peut-être pouvoir en discuter à l'issue de cette conférence. Un mot aussi sur un sujet qu'on a vu dans la vidéo, c'est évidemment la RSE. On a vu la dimension énergétique, mais évidemment aussi l'impact de vos activités. Alors, évidemment, j'imagine que le sujet n'est pas de ranger tous les bateaux et tous les avions du jour au lendemain, mais pour autant, comment abordez-vous ce sujet aujourd'hui? Est-ce encore une coquetterie ou est-ce un axe stratégique pour un groupe comme le vôtre? Non, c'est clairement plus une coquetterie. Parce que ça l'a longtemps été. Il y a eu beaucoup longtemps des velléités dans le secteur. Ça a été longtemps une coquetterie. Je pense que c'est plus une coquetterie. Je pense que nombre d'entre nous rentrent à la maison et font face le soir au dîner à des générations qui sont autrement plus alertées sur ces sujets-là et qui, eux, exigent un certain nombre d'actions de nous, et à qui on va transmettre le flambeau dans quelques années. Donc voilà, le niveau d'exigence du monde général, nos clients, nos partenaires, nos enfants, etc., il est monté d'un cran. Et je pense que ça va que s'accélérer. C'est l'effet boule de neige, ça va vraiment, vraiment s'accélérer. Donc c'est clairement plus une coquetterie. Je pense que tout le monde a pris conscience qu'il y avait urgence à agir. Après, l'action, je pense qu'elle demande du focus, elle demande de l'honnêteté et beaucoup de transparence. Et peut-être un peu d'humilité qui a manqué, peut-être un peu d'humilité aussi, qui a manqué parfois. Je pense que ça va avec l'honnêteté. Il faut très humblement. Et je pense qu'elle ne se pose pas de la même manière quand vous êtes un transporteur qui exploite des assets, qui fait un certain nombre de choix stratégiques dans l'exploitation de ces assets, ou quand vous êtes un intermédiaire modestement comme nous. Notre métier, c'est de faire le bon choix de nos fournisseurs. Et je pense que c'est une exigence qui se pose à nous. Et il faut que ce soit des choix courageux. Ça ne peut pas être que des choix qui sont dictés par le fait qu'on a réussi à enfin taper dans la main avec le client pour que lui-même supporte le coût ou le surcoût. Donc il y a probablement
une question de courage individuel qui va se poser et sur lequel il faut qu'on s'engage. Et après, je pense qu'il y a aussi une obligation d'évangélisation. Hein. On est d'une certaine manière quand même un peu au cœur du dispositif et il nous appartient, je pense, d'accompagner, de supporter nos clients dans leur effort, leurs propres exigences dans ce domaine. Et donc voilà, la data, oui, c'est aussi vos clients qui vous poussent à agir. Absolument, nos clients sont très, de plus en plus exigeants. Après, voilà, le sujet est vaste, il est compliqué, et je pense qu'on ne peut pas faire 36 chantiers en même temps. Donc, et alors concrètement, par quoi on commence voilà, dans ces chantiers? Quels sont peut-être les axes de progression, j'allais dire évidents, rien n'est évident sur ces sujets, mais en tout cas prioritaires? Alors, pour le groupe CMA-CGM, évidemment, l'axe prioritaire, ce sont les navires, hein, parce que c'est notre actif numéro 1, et il nous appartient d'accompagner et de précéder, si on pouvait, le mouvement vers la décarbonisation du transport maritime. Et je pense qu'on a pris des navires à l'hydrogène. Oui, enfin, on a commencé par le LNG qui était déjà une première étape, ou en tout cas la technologie la plus avancée au moment où on a pris un certain nombre de décisions d'investissement. Hein. Encore une fois, il faut se replacer dans le contexte. Hein. Au moment où on a pris cette décision, c'était une décision qui était absolument courageuse, avant-gardiste, et qui était novatrice. Le monde a bougé entre-temps. Le LNG n'est peut-être pas la technologie finale, mais en tout cas, c'était la technologie la plus avancée au moment du choix. Et d'autres choix s'opposeront à nous, il faut continuer à investir, il faut continuer, et on ne peut pas le faire tout seul parce que c'est quand même des enjeux de recherche qui sont extrêmement complexes et qui nécessitent de regrouper un certain nombre d'acteurs. C'est pour ça qu'on a monté cette coalition pour l'énergie de demain, avec un certain nombre d'acteurs, Total, etc., pour réfléchir sur ce sujet. Maintenant, si je reviens sur la question de CEVA, nous, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on vend du transport. Hein, donc, il m'appartient d'acheter le transport le plus vert possible pour pouvoir vendre un transport le plus vert possible. Hein, voilà, ça, c'est mon exigence numéro 1. Il m'appartient de réfléchir à des problématiques de routing. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus intelligentes qu'on peut faire? Et là, je pense que la data peut nous aider. Pour optimiser les flux, absolument, pour réduire les plans de flux, route, etc. Il y a le transport terrestre, donc là sur un certain nombre de réseaux que nous exploitons, on n'est pas partout, mais on a un certain nombre de réseaux où on est très présent, on a un énorme réseau routier aux États-Unis, on est très présent au UK, on est très présent en Italie. Là, on a des choix courageux à faire en termes de technologie qu'on utilise, et en commun avec nos clients ou tout seul. Et puis enfin, il y a la question des entrepôts qu'on exploite. On en exploite un peu plus de 800 dans le monde. Voilà, là aussi, l'exigence, c'est à la fois sur les nouveaux entrepôts qu'on va rentrer dans le parc. Je pense qu'il faut qu'on élève le niveau d'exigence et que la base, ça soit neutre, le plus carbone neutre possible, le moins gourmand en énergie, et le plus efficace. Et pour le parc existant, il nous appartient dans l'écosystème entre notre partenaire, le client, de trouver la manière de faire avancer le sujet. Et la biodiversité. Il y avait un congrès à Marseille sur la biodiversité début septembre, c'est aussi un sujet oui, absolument, pour les entrepôts. À la croisée peut-être des deux sujets que nous venons d'évoquer, l'innovation et la RSE, il y a une thématique qui est dans le vent sur cette CITL, c'est la logistique urbaine. Est-ce que c'est aussi un sujet que vous regardez, dont vous vous emparez? Est-ce que c'est encore un peu neuf pour vous? Quelle est son importance aujourd'hui? Alors c'est un sujet important à deux. Alors, pour nous, très modestement chez Cevas, on a, dans le cadre de la transformation, on a réorienté un peu nos priorités stratégiques. On venait plutôt d'un monde qui était assez centré autour de l'automobile, de l'industrie. On a fait un shift de plus en plus vers le retail, vers la pharma, le healthcare, la tech, etc. Et donc dans ce cadre-là, on a poussé les feux de manière très très active pour accompagner nos clients d'abord autour de l'e-commerce. Hein. Donc on a de plus en plus de clients qui évidemment ont des problématiques d'omnichannel, comment je fais, mon canal digital augmente, l'e-commerce fait des bons à 100% tous les 3 mois. Bon, donc on accompagne nos clients là-dessus, puis après de plus en plus on a développé une vraie expertise et on fait des croissances à 3 chiffres aujourd'hui sur l'e-commerce. Et donc bien évidemment, nos clients se posent la problématique de la logistique urbaine et on se la pose aussi. Après, je pense que c'est un sujet qui est encore assez, qui est en transformation, hein, parce qu'on n'est vraiment pas au bout du
sujet. C'est aussi un sujet d'ailleurs, comme vous le disiez, qui est assez lié à la problématique de la RSE, parce que je pense que nos enfants ne toléreront pas qu'il y ait une camionnette derrière l'autre dans 10 ans pour livrer 3 paquets Amazon. Donc voilà, je pense que ça va forcément impacter nos clients et par effet de bord nous-mêmes. Très bien. Alors j'ai encore plein de questions, je vous rassure. Ouais. Je ne sais pas si je vous rassure, mais j'ai encore plein de questions. Mais peut-être pour faire une petite pause dans mes questions, est-ce que dans la salle on a déjà quelques questions sur les thèmes qu'on aurait évoqués ou des réactions? Sinon on continue, hein, mais je ne voudrais pas vous priver de la parole. Bon, ce sera peut-être pour tout à l'heure. Un mot pour revenir un petit peu sur la crise sanitaire dont on a parlé au tout début de cette intervention. Elle a aussi impacté les organisations sur le plan des ressources humaines. Alors j'imagine que dans les entrepôts, il est difficile de faire du télétravail, mais vous êtes un grand groupe avec aussi des cadres, des fonctions support. Comment vous vous êtes emparé de ces sujets RH? Comment la rentrée se passe? Voilà, quelles sont un petit peu les façons de faire en la matière chez Seva? Écoutez, je pense que on a fait comme tout le monde, hein. On n'avait pas de baguette magique. On a réagi dans l'urgence avec une priorité évidemment, c'est un peu bateau de le dire, mais quand même la priorité c'est de protéger nos hommes. Hein. Bien sûr. Nous on a 50 000 personnes minimum qui sont, si je ne compte pas les temporaires, qui sont dans nos entrepôts, qui ont continué à travailler, qui ont continué à servir nos clients. Bon, dans des situations qui étaient quand même très très difficiles, hein, et clairement, hein, sur un groupe de notre taille, on a eu malheureusement on a eu des cas très très graves et des fatalités. Donc voilà, la distanciation, les masques, voilà, on a mis en place tout ce qu'on pouvait, on a bricolé, on a compris, on a essayé de comprendre quelle était la nature de cette pandémie, comment ça fonctionnait, comment on pouvait s'en protéger, comment on pouvait protéger nos hommes. Donc ça a été la priorité numéro 1. On a mis tout le monde en télétravail, première étape pour tout ce qui n'était pas essentiel sur le shop floor. Voilà. Et puis après on s'est adapté, on a essayé d'être le plus agile possible, c'est-à-dire que vraiment le principe qu'on a essayé de retenir, c'est que le pouvoir aux organisations locales. Moi je suis basé à Marseille, je suis très très loin de l'action, je peux donner un certain nombre de guidelines, je donne des moyens, mais je ne peux pas prendre des décisions qui engagent la vie de mes hommes sur le terrain. Donc on a, voilà, la décision, c'est la décision du manager de site, du manager de station, etc. Donc c'est eux qui prennent les décisions au quotidien avec un seul impératif. Numéro 1, on protège nos hommes. Numéro 2, on sert nos clients. Et je ne pense pas qu'on ait fait très différemment que beaucoup de nos concurrents. Voilà. Et aujourd'hui, les télétravailleurs sont de retour au bureau? Alors, à Marseille, on est revenu quasi totalement. Alors on a évidemment... Alors, ça a quand même changé un peu les modes. Hein, donc on a intégré maintenant dans notre mode opératoire classique le télétravail. Donc on a d'une certaine manière intégré cette flexibilité. Donc voilà, on doit, je crois, on va avoir 20-30% aujourd'hui de télétravail. Mais hormis ça, tout le monde est revenu. En tout cas en France. Après, ça dépend vraiment des situations. Hein. Vous allez en Sud-Est Asie aujourd'hui, tout le monde est chez lui. Voilà, c'est vraiment très très mouvant. Et on l'a dit, il y a aussi une tension pour recruter. Oui. Ces nouveaux modes de travail, ils vont rentrer en question pour aller chercher les talents. Les futures générations dont vous parliez voudront peut-être disposer du télétravail, travailler autrement. Ça va être un acte de réflexion pour votre marque employeur? Alors, ça dépend vraiment des populations. Ouais. Hein. Je pense encore une fois qu'il faut qu'on soit très prudent sur ce qu'on... le télétravail, il ne faut pas se mentir, on n'aura pas de télétravail dans nos entrepôts. Hein. Donc à un moment donné, la réalité du terrain, c'est celle-là. Et donc la question, c'est comment aujourd'hui on va attirer les gens à venir travailler dans un endroit qui est potentiellement dangereux. Hein. Voilà, c'est quand même ça la question qui se pose. Vous dites, vous allez aujourd'hui, vous ouvrez un entrepôt, vous avez besoin de 300 personnes, vous allez recruter, et que ce soit en France, que ce soit ailleurs, aux États-Unis, la tension est énorme. Vous avez des difficultés à faire venir les gens pour diverses raisons qui sont probablement différentes selon les marchés, etc. Mais voilà. Donc, donc ça, c'est une vraie problématique. Après, sur la partie, disons, plutôt col blanc et les gens qui sont sur le freight management chez nous, voilà, il nous appartient de mettre en place, on va dire, les modalités qui rendent ce travail à la fois soutenable et attractif. Et donc là, je pense que voilà, la flexibilité. Mais c'est vrai que, pour moi d'ailleurs, hein, ça a été une découverte. Hein. On ne soupçonnait pas à quel point finalement la techno était prête
Oui. À accueillir ce type de changement. La rupture, elle est venue de manière absolument brutale. On s'est dit, oulala, qu'est-ce que ça va être? Et finalement, on a découvert d'une semaine, tout le monde était... 3 semaines après, voilà, on fonctionnait normalement ou relativement normalement, et la techno, finalement, était disponible, sauf qu'on ne l'exploitait pas, parce que ce n'était pas dans nos modes de travail. Et donc, ce changement-là, il s'est opéré à une vitesse absolument incroyable. Et il restera longtemps. Juste pour clore cette séquence un peu RH, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, les métiers de la logistique, aujourd'hui, ressortent peut-être de ces crises avec une certaine fierté. Ils ont été mis en lumière. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on est dans un repas de famille et qu'on dit qu'on travaille dans la logistique, on est vu différemment d'il y a quelques semaines encore. Je pense et je l'espère, en tout cas. Oui, je pense qu'en tout cas, la lumière, on a été d'une certaine manière mis en lumière bien plus que ce qu'on était auparavant. Cette mise en lumière, elle va rester. On ne disparaîtra pas dans 3 ans des discussions de management meeting chez les grands retailers. Ça va rester, ou chez Michelin ou autres. Voilà, cette question-là, elle va quand même rester absolument essentielle. Et donc, je pense que par répercussion, l'importance des hommes et des femmes qui aujourd'hui exercent ce métier va être mis en lumière aussi. Et donc, la filière, dans son ensemble, je pense, va devenir plus attractive. Et je l'espère. Et je pense qu'après, il faudra qu'on accompagne tout ça avec la puissance publique, et avec tout ce qu'il faut. Mais c'est un enjeu majeur pour nous. Ça reste quand même un métier d'homme et de femme avant tout. La techno, elle est là, elle va nous aider, elle va nous permettre un certain nombre de gains de productivité, d'amélioration, d'efficience, etc. Mais ça reste fondamental. Très bien. Nous avons parlé de votre positionnement, nous sommes revenus sur la crise sanitaire. On va peut-être se projeter un peu sur les prochaines semaines, avec d'abord un calendrier que je crois tout le monde commence à avoir en tête, celui d'élections, en tout cas en France. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les décideurs publics, avec les élus? Et puis, quels sont les sujets sur lesquels vous êtes en attente de décision ou de facilitation de la part des décideurs publics? Écoutez, je pense que nos relations avec les pouvoirs publics sont plutôt bons. Évidemment, on a eu beaucoup plus d'échanges d'une certaine manière avec les pouvoirs publics depuis 24 mois que ce qu'on pouvait avoir auparavant, parce qu'il y avait un certain nombre de situations d'urgence où on a pu intervenir et faire notre devoir. Pour moi, il y a 2 sujets. Il y a évidemment le sujet qui est le sujet de la formation, de l'approvisionnement de cette filière dans le futur. C'est vrai pour la France, et encore une fois, ça ne s'arrête pas à la France, c'est vrai pour l'ensemble des pays. Et de manière diverse. Vous allez en Allemagne, le tissu, on va dire, et l'ancrage de l'apprentissage, etc., qui est quand même quelque chose qui existe en Allemagne depuis des lustres et qui est absolument intégré, qui n'a pas du tout la même image que chez nous. Voilà, c'est d'une certaine manière créer une dynamique dans cette filière qui est à mon avis plus importante que ce qu'on peut voir chez nous. Il y a ce gros sujet de la formation, puis après il y a le sujet en tout cas des tensions sur le marché du travail. C'est un sujet pour nous avant tout, il faut que cette filière soit attractive. Donc c'est notre boulot aussi de la rendre attractive, mais il faut qu'on crée le cadre qui permette cette agilité. Nous on va croître beaucoup, on a des ambitions très très fortes, on va continuer à croître organiquement, mais on fera aussi un certain nombre d'opérations. Moi, si je veux tenir cette ambition, il faut que je puisse à un moment donné l'accompagner avec des ressources. Donc ça va être clé pour créer le cadre qui permette la souplesse. Mais on a quand même eu l'impression ces derniers mois, une forme parfois de logistique bashing dans le cadre de certaines discussions sur certains textes de loi. Est-ce que vous l'avez ressenti sur des sujets comme l'artificialisation ou les restrictions qu'on aurait pu porter au e-commerce? Est-ce que vous ressentez ça, ou est-ce que vous avez un dialogue plutôt constructif avec les élus? Écoutez, mon sentiment, c'est qu'on a plutôt un dialogue constructif. Alors, encore une fois, on a plusieurs métiers au sein de notre organisation, mais sur les métiers de la logistique contractuelle, on est aussi quand même un pourvoyeur d'emploi sur des emplois, j'ai envie de dire, d'entrée de marché, d'une certaine manière. Donc on est aussi, de ce point de vue-là,
on représente des opportunités, y compris pour des jeunes qui ont des difficultés dans leur parcours, etc. Donc je pense que là, on a un vrai travail qui se passe, et d'ailleurs que les pouvoirs publics ont parfaitement compris. Donc il y a énormément de complicité et de travail en commun là-dessus. Donc je ne sens pas de tension. Hein, tant mieux. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ou des réactions? Oui, non? On va passer à 2022. J'imagine qu'il est encore un peu tôt pour connaître tous vos projets et tous vos actualités sur 2022 ou sur la fin 2021. J'ai parlé tout à l'heure de cette acquisition en Colombie. Est-ce que il y a d'autres choses dans votre pipe, pour prendre un mot franglais, qui se préparent? Est-ce que vous avez déjà des ambitions sur les prochains mois? Que peut-on révéler ce mercredi matin? Alors, je n'ai pas de révélation à faire, je tiens à le dire tout de suite. En tout cas, pas sur ce plateau. Écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'on a l'ambition, elle est très très claire et très forte. Notre ambition, c'est d'être dans le top 5 dans les années à venir. Donc voilà, on y arrivera probablement en partie organiquement et on va continuer à pousser les feux. Et donc aujourd'hui, on a affiché une croissance de 40% sur le premier semestre. On va continuer à très activement poursuivre notre croissance. Donc cette dynamique-là, qui est d'ailleurs une dynamique qu'on a essayé d'insuffler. Moi, je viens quand même d'une entreprise, CMA-CGM, qui en 40 ans est devenue une entreprise mondiale, troisième armateur mondial. Donc on a vraiment cet ADN du développement permanent et de la croissance de la top line. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. On va continuer à faire des opérations de croissance externe. On en a fait l'année dernière pour s'implanter dans un certain nombre de pays africains. On continue à le faire en Amérique latine. On le fait selon 2 axes, soit un axe plutôt géographique pour compléter un peu notre réseau et là où on pense avoir quelques faiblesses, ou on le fait en termes d'expertise. C'est notamment aussi le cas de l'acquisition qu'on vient de faire en Colombie. On va être très actif parce que je pense que c'est les enjeux pour nous quand même. On a un enjeu de taille, on va faire entre 8 et 9 milliards cette année. L'objectif, c'est d'arriver à 15 dans quelques années. Pour y arriver, il n'y a pas de miracle. Ça va être un mix des deux. Cette taille, elle est essentielle pour nos métiers du maritime, pour nos métiers de l'aérien, pour arriver à rentrer en première ligue, on va dire. On a des enjeux de rééquilibrage géographique. On est en gros un groupe qui fait un tiers entre l'Asie, les Amériques et l'Europe. Et au sein de ces géographies-là, on a des déséquilibres, j'ai envie de dire, entre nos métiers. On a une très forte présence dans un certain nombre de pays européens sur la logistique contractuelle. Je pense qu'on a encore quelques efforts à faire sur le maritime et l'aérien. Inversement, en Asie, on a une vraie présence, notamment sur le Transpacifique, etc., en aérien et en maritime. On a probablement encore beaucoup d'opportunités en logistique contractuelle. Après, on a des enjeux d'innovation, on en a parlé avant, donc ça, c'est vraiment au cœur du dispositif. Et enfin, je pense qu'on a, en tant que CEVA, on a eu longtemps un problème d'image. Je pense que j'espère qu'on résout modestement ce matin. Si j'avais fait le tour du SITL il y a 2 ans, probablement peut-être qu'il y aurait eu moins de monde. mais en tout cas, je pense qu'on est en train de réussir ce retournement. Je pense qu'on arrive à se positionner, on a 2 ambitions, on développe des solutions, donc on essaye aussi de positionner CEVA comme autre chose qu'un généraliste. Et donc ça aussi, cette question de l'expertise et du focus qu'on va donner sur un certain nombre de secteurs prioritaires, c'est clé. C'est vraiment les 4 gros challenges pour nous sur les années à venir. Et donc on fera un mix d'organique et de croissance externe. Parce que pour atteindre ces 15 milliards, même en croissance externe, il ne suffit pas d'ajouter des chiffres d'affaires. Il faut aussi créer un état d'esprit et bien intégrer les nouveaux venus. Oui, tout à fait. Alors, vous avez 100% raison, faire des acquisitions, la valeur, elle peut partir du jour au lendemain. Et donc, l'objectif numéro 1, c'est évidemment de préserver cette valeur, voire de la décupler. Nous, on est une organisation à la fois ancienne et neuve. Ancienne, parce qu'on a quand même 80 000 personnes dans le réseau. Avec moi aujourd'hui mes patrons de réseau, de région, c'est des gens qui sont chez CEVA depuis un petit moment. Inversement, le siège qu'on a entre guillemets reconstruit ou rapatrié à Marseille, il est relativement neuf.
on a tous maximum 2 ans d'âge, en tout cas dans la structure. Hein. On n'a pas 2 ans d'âge mental, mais on essaye. Ce ne serait pas permis, même si on donc on arrive est à la une fin petite de la structure, et donc dans cette petite structure, on essaye d'insuffler et de préserver un vent de... C'est un peu pompeux de dire ça, hein, mais un vent un peu start-up, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire une agilité permanente, un questionnement permanent. Quand on est arrivé, on n'avait pas grand-chose à perdre, hein, donc on avait tout à gagner, donc on avait vraiment à cœur de questionner ce qu'on faisait et d'essayer d'être, de tenter les choses, d'aller de l'avant, et donc on essaye de préserver cet esprit, et je pense que ça nous aide beaucoup aujourd'hui, à la fois dans le retournement, mais aussi dans la manière dont on appréhende le marché, dans la manière dont on va regarder des cibles éventuelles, dans la manière dont on va accueillir de nouvelles ressources. Et ce que je vois, moi, le changement qui pour moi est le plus parlant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des discussions avec des candidats qui veulent venir chez Seva que j'aurais pas eu il y a 2 ans. Donc c'est quand même cette image un petit peu... Pour moi, ça, c'est le révélateur numéro 1 que quelque chose est en train de se passer. Après, on verra si on réussit, et encore une fois, il faut rester très modeste et humble. Mais en tout cas, cette partie-là, j'ai envie de dire, on l'a en partie réussi, et aujourd'hui, on est redevenu un acteur, et on commence à attirer les talents, et tant mieux. Et quel type de profil vous avez recruté, puisque vous recrutez en 2022 quels sont un peu les perles rares que vous recherchez? On va recruter un peu de tous azimuts. On va recruter à la fois pour nos géographies parce que voilà, on fait de la croissance et on a besoin de renforcer. On va renforcer notre dispositif commercial de manière assez active un peu partout dans le monde. On va renforcer notre expertise aussi en termes d'ingénierie. Je pense qu'on a besoin de monter en gamme et surtout de s'enrichir. Hein. On manque un peu enfin, en tout cas, on a besoin d'en ajouter. Donc, en logistique contractuelle, on va rajouter tout ce qui est solution design, des ingénieurs, etc. On va faire beaucoup d'efforts sur le commercial parce que voilà, on affiche une croissance forte. Maintenant, il faut la porter, il faut continuer à la nourrir. Et puis, en termes de management, voilà, aussi, on va venir se renforcer. Très bien. Est-ce que nous avons des questions ou des réactions? Parce qu'on approche du gong de fin, donc c'est le moment. Eh bien, sinon je terminerai sur ma dernière question, peut-être Mathieu. Et là, je m'adresse moins aux dirigeants de Seva qu'à l'expert et l'observateur aguerri du monde de la logistique. Quel message peut-être vous aimeriez transmettre aux professionnels de la logistique, à vos confrères, à vos consoeurs, dans le cadre de cette SITL pour terminer cette interview? Très humblement, je n'ai pas de message très fort à transmettre. Je pense que, je pense qu'on peut être assez fier de ce qu'on fait. C'est ça par là. L'air de rien, je pense que cette pandémie nous a montré qu'on était quand même un rouage un peu essentiel du dispositif. Première chose. La deuxième, c'est que je pense que la clé du succès, humblement, va résider dans notre agilité, ou en tout cas notre capacité à s'adapter et à être un peu, voilà, à avoir la curiosité et l'avidité du changement. Et puis la dernière chose, c'est que la situation actuelle qu'on vit en maritime, l'aérien, la capacité qui manque, c'est compliqué. Ça ne va pas se résoudre tout de suite. Hein. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai le sentiment que ça ne va pas s'améliorer avant fin 22, début 23 au mieux. Et encore. Donc, il faut tenir bon. Voilà. Il faut se serrer les coudes et être agile, être innovant. Oui, il faut l'être, mais voilà, faut tenir bon. C'est difficile pour les équipes, hein, parce qu'il y a beaucoup de tensions. Et donc, voilà, il faut faire... parce que très honnêtement, je ne vois pas de changement massif qui tout à coup changerait le paradigme, sauf ce que je n'espère pas, un écroulement de la demande. Voilà. Mais si la demande reste ce qu'elle est, les capacités, elles, ne sont pas extensibles dans les médias, et donc on va encore vivre des moments compliqués. Eh bien, ça nous donnera peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques années, d'en faire le bilan sur ce plateau de la SITL ou ailleurs. Merci beaucoup Mathieu Friedberg d'être venu passer cette heure en notre compagnie. C'était un
plaisir. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Merci aux équipes de SITL pour leur confiance et notamment Léonie Loiseau avec qui j'ai eu le plaisir de préparer cette conférence. Je vous donne juste un rendez-vous, c'est tout à l'heure, 14h30, salle Neptune. Nous aurons un panel de députés pour parler des infrastructures logistiques de demain en France. Un sujet qui s'annonce passionnant. À bientôt, au revoir, bonne journée à toutes et toutes sur la SITL. Merci. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call.